Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette quatrième balado-diffusion de la tribune du septième joueur. Mon nom est Benjamin Hull. C'est avec beaucoup de plaisir qu'aujourd'hui, dans notre émission, nous allons revenir sur la fin de la saison régulière et également nous lancer, mon collègue Benoît Bélanger et moi-même, dans les prédictions pour la première ronde des séries éliminatoires de la LHJMQ. Bonne écoute! C'est le moment maintenant de revenir sur nos prédictions de la dernière saison régulière avant d'amorcer nos prédictions pour les séries éliminatoires saison 2017-2018. Et comme ce fut le cas plus tôt cette année, j'ai avec moi M. Benoît Bélanger. Benoît, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Excellent. Écoute, on n'a pas le choix que de revenir sur nos magnifiques prédictions de la saison. On joue à peine plus haut que... Non, mais en fait, on joue un peu en bas de 500. Ouais. Commençons avec ce qui nous a concernant chacune des divisions. D'abord, allons-y avec la division des Maritimes. Dans les deux cas, on voyait Halifax au sommet en fin de saison. Et avec un écart de 3 points, mais c'est le Titan qui a pris la pôle. Comment tu as vu cette fin de saison-là dans la section maritime? Je dirais que effectivement, on fallait s'attendre à une fin de saison serrée. Je pensais qu'au moment où on s'était parlé, je pensais qu'Halifax était peut-être une meilleure équipe sur papier. Ils ont eu, je dirais qu'ils ont eu des séquences un peu en dents de scie. Ça a bien été, des moments ça a moins bien été. Ça a été un peu le cas pour d'autres équipes aussi, mais particulièrement pour Halifax, ils ont échappé quelques matchs qui étaient à leur portée. Je pense que le manque de constance a fait peut-être que ça leur a coûté le rang de cette division-là. Puis évidemment, il ne faut pas oublier que le Titan avait quand même été chercher quelques joueurs aussi. Ça vient peser en balance, je pense, au final. Ces acquisitions-là ont peut-être fait la différence. Écoute, je seconde tout ce que tu as dit. Halifax, entre autres, a eu de la difficulté contre le Titan. Si je fais abstraction, disons, là, du dernier match qui s'est soldé par la marge d'un but, le Titan l'a emporté 5-4 en réglementaire, mais on se souviendra que peut-être quelques semaines après la grosse période de transaction, le Titan est allé à Halifax et ça s'est fini 11-1 ou 11-2. Là, disons que ça a probablement semé un peu le doute. Et le Titan d'Acadie Batters, là, c'est une des 3 formations qui n'a pas subi de défaite en temps réglementaire dans les 10 derniers matchs de la saison. C'est dire à quel point eux, après quelques matchs, après la date limite des transactions où on accumulait victoire et après défaite, et il y a eu une longue séquence où là, après ça, là, la machine s'est mise en marche et il n'y a pas eu d'équipe vraiment capable de maintenir le rythme ou d'accoter leur production. Et tant à l'attaque, ils ont été dominants, défensivement, je pense qu'il y a des gens qui ont été rassurés de voir la tenue de Evan Fitzpatrick devant le filet du Titan. Oui, effectivement. Tu sais, des fois, c'est juste une petite période d'adaptation. Ça n'a pas été facile à son arrivée là-bas, mais puis pareillement pour le reste de l'équipe, là, je pense qu'à un moment donné, quand les joueurs commencent à se connaître un peu mieux, il y a une meilleure chimie, tout ça, on est capable de créer une cohésion. Je pense qu'on l'a vu dans le dernier droit là, de la saison. C'est peut-être effectivement ce qui a fait la différence. Là, on a des joueurs d'expérience, donc je pense que c'est ça, le temps que cette cohésion se fasse. Par après, on voit les résultats positifs là, de tout ça. Là. Donc, puis effectivement, tu es revenu sur la bonne dégelée qui avait donné à Halifax. Je pense qu'effectivement, ça peut avoir joué dans la tête, sachant qu'Halifax est peut-être un petit peu plus jeune. Ouais. Des fois, ça reste, là, ça laisse des traces un peu plus longtemps quand c'est des jeunes. Donc, ça peut avoir effectivement été un élément là, tournant là, pour cette division-là. Exact. Passons maintenant à une autre erreur de prédiction de notre part, la division Ouest, où je pense tous les deux, on avait en haute estime le travail de Dominique Duchamp à Drummondville. Et il faut être honnête et reconnaître le travail de Joël Bouchard à Blainville qui a amené l'Armada jusqu'au premier rang, non seulement de sa division, mais de la Ligue au grand complet. Écoute,
C'est deux organisations avec deux excellents entraîneurs qui se connaissent très bien. Je croyais Drummond sur une lancée. Je pensais que Drummond, avec l'avenue de Veleno, moi je les voyais là, terminer au premier rang. Mais peut-être que j'ai sous-estimé effectivement l'Armada. Si on regarde, c'est l'équipe qui. On dirait qu'ils étouffent l'adversaire. Aussitôt qu'une équipe réussit à avoir un petit peu de momentum, eux, ils réussissent à étouffer tout ça puis à reprendre le contrôle. Cette équipe-là est bâtie pour se rendre loin dans les séries. Puis, on dirait qu'ils sont en mission. On entend souvent une philosophie, une mentalité du côté de l'Armada là, qui est, j'ai pas le terme français, là, mais du commitment. Ouais. Eux, ils sont très, je pense que c'est peut-être être dédiés. Oui, dédiés à la tâche, on pourrait dire ça. Ils sont très, très dédiés. C'est un groupe soudé. Il y a des joueurs, même leurs joueurs de profondeur connaissent leur rôle, ils le font très bien. Donc, c'est de bonnes augures pour les séries. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être ce qui m'avait manqué un peu dans ma prédiction. Mais c'est ça, je voyais Drummond. J'ai encore Drummond en très haute estime. Oui. Un contre l'autre, je pense que j'aurais un penchant pour l'Armada, effectivement, pour la façon dont ils ont terminé la saison. Ben écoute, tu as tout à fait raison. Moi, je regarde, j'ai eu l'occasion de les voir jouer plusieurs fois. Je suis resté vraiment épaté de voir à quel point, comme tu l'as dit, ils ne donnent pratiquement rien à l'adversaire, mais vraiment rien. D'autre part, ce qui m'a surpris, parce que je pensais beaucoup au talent à l'attaque qu'on retrouve chez Drummondville, par exemple, qui marquait beaucoup de buts. Mais l'Armada, cette année, a marqué un seul but de moins que les Voltigeurs en saison régulière. Et c'était étonnant de voir la qualité de l'exécution en territoire offensif du côté de l'Armada. Là. Les joueurs ne gardaient pas possession de la rondelle très, très, très longtemps. Et chaque fois qu'une passe était décochée, c'était toujours sur une palette d'un joueur de leur équipe. Écoute, moi, j'ai vu des équipes complètement étourdies là, quand ils étaient en désavantage numérique. Là, c'était incroyable. Il joue aussi très rapidement en transition. C'est un style de jeu qu'on voit de plus en plus, je te dirais. Là, très rapidement passer de la zone défensive à la zone offensive. Puis ils ont des bons joueurs en relance. Donc ça facilite le tout. C'est pas toutes les équipes qui sont armées de cette façon-là. Non. Sans dire que c'est des joueurs qui peuvent marquer 10-15 buts comme défenseurs, mais c'est des excellents joueurs pour relancer, pour avoir une bonne première passe, pour faire bien bouger la rondelle d'un côté à l'autre. Donc ça l'aide beaucoup, puis ça apporte beaucoup d'offensives. On dit souvent qu'on peut créer de l'offensive par l'arrière. Ouais. Je pense que c'est un bel exemple. Donc rapidement, ils réussissent à reprendre le contrôle. Ils font toujours du bon pressing aussi. Ils sont excellents en échec avant. Non, c'est une équipe qui mais ça va comme beaucoup d'équipes championnes, beaucoup d'équipes dominantes. C'est bien coaché, c'est bien rodé. Oui. Et allons-y maintenant avec la seule division où on a visé dans le mille, c'était la division Est. Et j'aurais même tendance à dire que si la saison s'était prolongée d'une semaine ou deux, ben on aurait été dans le champ aussi pour une troisième occasion. L'Océanique qui sort en première place de sa division, mais chauffé là, par un écart de 3 points par les Tigres de Victoriaville, qui ont eu en fin de saison la meilleure séquence de toute la LHJMQ avec une séquence de 11 matchs de suite sans revers. Alors, bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans les séries. Là. Définitivement, eux, ils étaient en mission. Ils étaient littéralement en mission. C'était des scores assez incroyables à la fin. Je peux te le confirmer. Les fins de match, c'était des 3, 4, 5 points pour Abramov. Comtois, c'est une des lignes qui était, je te dirais, dans le dernier droit, là, qui était oui. Nantes, là, avec Kozorenkov, là, exactement, ces trois-là, c'est incroyable. C'est une ligne tout à fait incroyable. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis je pense, tu l'as dit, si on avait eu peut-être une semaine ou deux de plus au calendrier, notre prédiction, là, on aurait été 0-3.
Exact. Mais là, tu vois, regarde, c'est drôle parce qu'on c'est Rimouski qui finit en tête, mais on parle de Victoriaville. Pour ce qui est de l'Océanique, on s'entend, là, c'est vraiment le phénomène Alexis Lafrenière, mais au-delà de ça, c'est probablement l'Océanique qui a les deux meilleurs recrues de la saison, en Alexis Lafrenière et Colton Ellis. Exact. La preuve, c'est qu'ils n'ont accordé que... De ce que j'entendais, c'est que ça serait probablement peut-être deux nominés là, Bon. pour justement le prix de recrue de l'année. Effectivement, ça s'est joué là. Je pense que Colton Ellis, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un batailleur, c'est un gagnant. L'année passée, il a gagné là, la Coupe TELUS. Donc, ça. Eux, tout au long de l'année, ils ont impressionné dès le départ, malgré leur jeunesse, puis ils ont gardé cette bonne cadence-là. Oui. Puis c'est une autre équipe qui est bien entraînée. Donc, je pense que ça leur a été difficile, mais je pense que Victo aurait peut-être été capable, avec quelques matchs en plus, de les rattraper. Mais la bonne constance de Rimouski a fait qu'ils ont terminé premier, là, effectivement. Exact. Chapeau à Serge Beausoleil d'avoir mené cette équipe-là. Encore une fois, c'est du travail exemplaire. On y va maintenant à l'autre bout du classement. Il y avait 4 formations qui se battaient pour 2 postes disponibles en série. Dans les 2 cas, on a ciblé une équipe qui a passé et chacun de nous s'est trompé à une occasion aussi. Dans mon cas, je pensais que les 2 équipes qui allaient poursuivre leur saison auraient été les Foreurs de Val-d'Or et les Cataractes de Shawinigan. Et bon, je l'avoue quand même, à mon grand désespoir, ça n'a pas été le cas pour les Cataractes. De ton côté, tu avais prédit que Chicoutimi allait poursuivre son aventure, mais que c'est Val-d'Or qui allait être exclu des séries au profit des Cataractes. J'aurais tendance à dire que Val-d'Or est entré dans les séries, mais pratiquement par défaut, parce qu'ils n'ont pas gagné. Mais comme les autres perdaient tout le temps, ben, ils ont finalement réussi à passer. Exact, c'est ça. C'est une lutte entre perdants qui... Les petits points engrangés, puis Shawinigan a échappé quelques matchs par les points de but. Ça fait mal. Bon, au bout de la ligne, on dira pour peut-être jouer 4-5 matchs de plus dans la saison, mais en tout cas, encore une fois, je pense que si on avait eu peut-être un calendrier un petit peu plus long, ça aurait peut-être changé la donne. Val-d'Or est complètement, je dirais pas en... Ben, ils sont en reconstruction, si on le sait, Oui. mais ça va pas très bien. Au niveau sur la glace, ils sont désorientés. Ils ont de la difficulté à être compétitifs. Ils vont l'être dans le futur, mais pour cette année, c'est très difficile. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils soient exclus des séries. Saint-John, dans la même chose. Les deux, on les avait mis à l'extérieur. Je pense qu'on le voyait très clairement. Puis il y avait quand même un large retard à rattraper. Pour Shawi, je croyais, parce qu'ils ont quand même quelques bons éléments qui ont connu la victoire par le passé. Ouais. J'avais une petite tendance qui allait réussir à se faufiler. Chicoutimi, moi, je croyais qu'effectivement, ils ont quelques joueurs aussi d'expérience qui étaient capables d'aller chercher quelques matchs ici et là, quelques points. Donc, c'est ce qui s'est passé. Effectivement, ils ont réussi à se faufiler. C'est vraiment, là, moi, je voyais Val-d'Or dégringoler comme ils l'ont fait. Puis je pensais qu'une des autres équipes Shawinigan allait profiter de ça, mais ça n'a pas été le cas. Ce qui fait en sorte que on connaît maintenant les formations qui vont accéder aux séries éliminatoires et on en parle dans quelques instants. C'est le moment d'y aller avec la première ronde de ces séries éliminatoires 2018. Certaines vont peut-être demander un peu plus de temps de réflexion parce que bon, les équipes sont plus près au classement, mais il y a quand même des affrontements où là l'écart est énorme. Et à tout seigneur, tout honneur, commençons avec l'Armada de Blainville-Boisbriand qui a terminé en première place. En 8e de finale, l'Armada affronte les Foreurs de Val-d'Or. Moi, je vais y aller avec une surprise. Non, c'est pas je vais dire l'Armada en 3. Ça va être l'Armada. Je pense qu'ils vont, comme on l'a dit en saison, ils vont étouffer leur adversaire. On a vu un match, là, je pense, la semaine passée qui... C'était un peu un prélude de ce qui allait se passer dans la première ronde de les séries. Ça va être une expérience pour Val-d'Or.
fois, je pense là, que rapidement, là, l'Armada va réussir à s'imposer. Ils ont même ralenti un petit peu la cadence, je pense, durant les derniers matchs là, pour reposer quelques gars. Selon moi, là, ça va être assez expéditif là, de ce côté-là là, pour l'Armada face à Val-d'Or. Ben, j'y vais dans le même sens. Effectivement, je pense que Blainville va terminer ça en 4 parties. Tu mentionnais qu'il avait reposé certains joueurs. Je sais que défensivement, il y avait des joueurs qui étaient blessés. Là. On l'a vu, entre autres, quand ils ont affronté Victoriaville. Il y avait, je pense, 3 défenseurs qui n'étaient pas en uniforme ce match-là. Mais face à Val-d'Or, je pense que ça va être une bonne chose pour eux d'avoir atteint la première place au classement. Ça va leur permettre de profiter d'une première ronde plutôt facile. Les Foreurs, là, dans les 13 derniers matchs de la saison, ils ont 10 défaites en temps réglementaire, puis 3 défaites en prolongation. Je vois très mal comment, face à une équipe qui est armée jusqu'aux dents pour veiller très tard en série, ils vont être en mesure de gagner un match. J'oserais même dire que l'Armada va gagner plus de matchs que les Foreurs ne vont marquer de buts dans cette série-là. Donc, je pense qu'en 4, ça va être terminé. Ça va être très difficile. Exact. Maintenant, regardons plus attentivement la série Saguenay-Chicoutimi, 15e équipe au classement, qui va se rendre, entre autres, à Acadie Batters pour affronter le Titan. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que les Sags vont quand même réussir à donner une bonne série. Toutefois, là, comme on l'a mentionné, le Titan, en première ronde, il n'y a pas... Il y en a des surprises, là, mais dans la Ligue junior majeure, là, généralement, c'est souvent comme c'est établi. Je mets le Titan en 5. Je pense que peut-être un match va réussir, ou peut-être 2, là, mais je donne un match là, au Saguenayen, là, les quelques joueurs d'expérience, là, je pense au climat. Ouais. Peut-être des fois un gardien de but là, qui sauve un match. Mais sinon, là, le Titan a beaucoup trop de profondeur, beaucoup trop une excellente défensive, une excellente attaque là, pour échapper plus que 1 ou 2 matchs dans cette série-là. Donc, pour moi, là, ça va être le Titan en 5. J'arrive à la même prédiction, Bathurst en 5. Ce qui peut permettre aux Saguenayens de voler un match, c'est comme tu l'as dit, les frères Climat, qui ont somme toute connu une bonne saison, en particulier Kevin Climat. Puis les 2 gardiens des Saguenayens ont bien fait en fin de saison, autant Schenk que Boutillier. Je pense même que c'était rassurant dans le cas de Boutillier de voir qu'il était capable de connaître des grosses sorties. Mais en bout de ligne, je vois pas comment le Titan, là, une équipe qui a 9 victoires en temps réglementaire à ses 10 derniers matchs, va échapper plus d'une partie face aux Saguenayens. Mais je ne serais pas prêt à parier que ça va être une série aussi facile que l'Armada va avoir là, face aux Foreurs. Mais je pense que Batters en 5, c'est quelque chose de réaliste. 3e série de cette ronde 8e de finale. Les Wildcats de Moncton, qui ont terminé au 14e rang, affrontent l'Océanique de Rimouski, classé 3e en vertu de leur première place dans la division Est. Peut-être plus serré que certains pourraient le croire. Ben, à mon avis, oui. Sans dire que ça m'a causé maux de tête, j'adore Rimouski. Je pense que dans ce cas-ci, ce qui va venir jouer en importance, c'est une chose qu'on s'attend rarement en série, c'est la jeunesse. Je pense que Lafrenière va continuer à être dominant. Je pense que ça va venir jouer dans la balance, puis dans les buts. Je pense aussi qu'il y a un net avantage dans les buts du côté de Rimouski. Je pense que tu as besoin d'un bon gardien de but pour débuter les séries. Fait que je pense que c'est ce qui va venir peser dans la balance au final. Donc, j'ai mis Rimouski en 6. Il y a quand même des joueurs intéressants, là, surtout offensivement, puis même avec son passe à Nicolas Welch là, du côté de Moncton. Il y a des ajouts importants qui se sont faits un peu, comment je dirais ça, un peu en douceur. Je pense à Kovanov, que c'est une acquisition, veut pas, durant la saison, puis c'est une excellente acquisition. Oh oui, c'est beau ça.
Puis, tu sais, j'adore Jacob Pelletier est un gars de série. Mm-hmm. Vous allez le découvrir. Ils ont des excellents joueurs d'avant. Je pense à McDonald, par exemple. Ça va être... ça va être... Ça va être une bonne série. Mm-hmm. Ouais, je pense que c'est ça. Les gros canons, les jeunes canons du côté de Rimouski là, vont venir trancher le débat là, pour eux. Là. Donc, Lafrenière et Lys vont sortir une première victoire pour eux, une première série, une première victoire pour eux dans la Ligue junior majeure. Ben écoute, je trouve que tu as tout à fait raison. C'est drôle parce que c'est deux jeunes formations. Rimouski est un peu plus jeune, sauf qu'il faut s'entendre que les Wildcats, théoriquement, selon leur plan, c'est pas cette année qu'ils s'en allaient pour tout gagner. Et ce qui est particulier avec cette équipe-là, c'est que dans les premières semaines de l'année, l'équipe qui surprenait dans la Ligue, c'était les Wildcats de Moncton. Et leur force, c'était qu'ils marquaient une tonne de buts. Leur problème, c'est qu'ils en accordaient aussi énormément. Et les Wildcats n'ont jamais été en mesure, malgré des acquisitions intéressantes, entre autres en défensive avec Gabriel Sylvestre, n'ont pas été en mesure de stopper l'hémorragie et ont continué d'accorder des buts, si bien que ils en ont accordé 282 en saison régulière. C'est 108 de plus que l'Océanique, ce qui est énorme. Donc, pour ce qui est de l'Océanique, je trouve que c'est une équipe qui, depuis le jour 1, joue un modèle de séries éliminatoires. J'ai l'impression qu'ils ne vont pas déroger énormément de leur plan de match, de leur façon de jouer. J'ai beaucoup de difficultés à parier contre Serge Beausoleil, qui, depuis des années, démontre une préparation hors pair, puis chaque fois, son équipe répond aux attentes, là. Je pense que Rimouski va l'emporter et je pense même qu'ils vont être capables de le faire en 5 parties. Oui, puis c'est souvent un peu un cliché, mais on dit que les défensifs gagnent les championnats, mais je pense que dans ce cas-ci, ça s'applique très bien. Là, tu l'as bien mentionné. Là. Excellent. Allons-y maintenant avec notre 4e série. Le Drakkar de Baie-Comeau, détenteur du 13e rang dans la Ligue, affronte les jeunes Mooseheads qui, eux, terminent ou occupent le 4e rang au classement général. Comment voyais-tu cette série-là, Benoît? Ça va être une excellente série aussi. J'ai mis Halifax. J'ai toujours eu, depuis le début de l'année, un penchant pour les Mooseheads. C'est une équipe que j'apprécie beaucoup. J'étais... un grand fan de Zadina avant même sa venue dans la Ligue junior majeure. Donc, je trouve que c'est une équipe bien balancée. Fait que selon moi, il devrait remporter cette série-là. J'ai même mis en 5. Ça pourrait être plus long. Je trouve que Baie-Comeau a de la misère à avoir des excellentes séquences cette saison. Moi, Baie-Comeau, c'était un peu une déception pour moi. C'est devant une équipe très jeune aussi. Ouais. Il y a des joueurs qui ont été qui ont dû un rendement là, sous leurs attentes plutôt. Donc je pense que c'est pas en série que tu vas réussir à corriger ces lacunes-là. C'est une question de feeling comme la chanson. Je vais avec Halifax en 5. C'est parfaitement le genre de série où je peux me tromper complètement. Là. Mais c'est ça, moi j'ai un bon feeling pour Halifax, puis Baie-Comeau un peu moins. Donc je vais avec Halifax en 5. Ben écoute, je choisis la même équipe. Je pense que les Mooseheads ont ce qu'il faut pour vaincre le Drakkar. Un peu comme toi, j'ai trouvé que... je trouve que le Drakkar, c'est une équipe pour laquelle on ne sait jamais à quoi s'attendre vraiment. Oui, c'est une formation qui est jeune, mais je pense qu'ils auraient dû connaître une meilleure progression que ça. Et c'était étonnant de voir que certains soirs, on ne comprenait vraiment pas ce qui se passait sur la glace avec cette équipe-là. Du côté des Mooseheads, une deuxième moitié de saison beaucoup plus difficile que la première. C'est une équipe très jeune. Il y a 2 joueurs que j'ai hâte de surveiller dans cette série-là. Du côté de Baie-Comeau, c'est Sean Element. Je pense que c'est un gars qui a ce qu'il faut pour connaître du succès en série, tout particulièrement. Puis du côté des Mooseheads, bon, on pourrait revenir des heures et des heures sur toutes les ressources à l'attaque qu'ils ont.
puis une défensive aussi qui est très intéressante, avec Alexis Gravel aussi dans les buts qui est très bon. Mais j'ai bien hâte de voir comment va se débrouiller Benoît-Olivier Gros. Je trouve que c'est un gars qui passe sous le radar à côté de toutes ces vedettes offensives-là, mais dans un contexte de série éliminatoire, je pense que les ressources pourraient être très efficaces. Et je ne dis pas marquer des buts à la tonne, mais je pense qu'il va donner des mots de tête au trio adverse quand il va se trouver sur la patinoire. Ben, je peux t'en parler rapidement là, Oui. pour Benoît-Olivier Gros. C'est un excellent joueur. En plus, c'est un gars complet. C'est un gars qui est bon dans les deux sens. C'est un gars tellement intelligent sur la glace. Effectivement, c'est un gars qui peut avoir un moule parfait pour jouer en série. Je pense à un gars aussi comme Raphaël Lavoie, qui est un énorme joueur de centre. Seigneur, oui. Droitier en plus. Exact, c'est ça. Puis je pense que c'est un gars aussi qui peut avoir un excellent moule pour jouer en série. Là. Puis tu as parlé d'Alexis Gravel, qui a eu une saison aussi relativement assez difficile, là, une saison du repêchage pour lui. Par contre, il faut se rappeler l'année passée son excellente performance en série. Là, je pense que c'est un gars qui carbure à ce genre de défi-là. Donc, ça pourrait être une façon pour lui un peu de mettre derrière lui la saison un peu plus difficile sans être horrible. Là, un petit peu pour lui. Donc, moi, je m'attends à ça ça va être une bonne équipe selon moi. On va être rapidement fixé, là, mais selon moi, là, je pense qu'Halifax va vraiment réussir à venir vaincre Bécomo ici. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. 5e série de cette ronde 8e de finale. Là, tranquillement, pas vite, on se ramasse avec des équipes qui, au classement, sont un peu plus près l'une de l'autre. Une formation qu'on a beaucoup aimée dans la saison régulière, Benoît, on en a parlé souvent. Là. Les Voltigeurs de Drummondville, détenteurs du 5e rang de classement général, vont affronter les Screaming Eagles du Cap-Breton. Moi, j'ai pris Drummondville. Je pense que c'est pas si surprenant, étant donné que à plusieurs reprises, là, j'ai mentionné à quel point je trouvais que c'est une formation qui était très intéressante à voir aller. Je trouve que les Voltigeurs, c'est une équipe qui est bien balancée. J'aime bien l'idée de voir Olivier Rodrigue devant les buts pour cette équipe-là. Je trouve que c'est un gars qui est en pleine possession de ses moyens. Je sais que l'année passée, en série, ça avait été plus difficile, mais il a affronté une équipe qui était vraiment très, très, très forte. Là, je pense qu'il va pouvoir réellement prendre sa place. Je suis curieux de voir comment la défensive des Voltigeurs va se débrouiller en série. C'est une bonne défensive, je tiens à le dire, là. Mais devant des adversaires qui, au fur et à mesure, vont être de plus en plus puissants et balancés à l'attaque, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va se débrouiller. Puis, je pense que les Voltigeurs ont la profondeur à l'avant sur 4 trios pour être capable de faire des dommages là, à tous les soirs. J'ai bien hâte de voir comment Joe Vellino va se débrouiller en série avec sa nouvelle équipe. On peut dire que depuis sa transaction, ça a été plus que profitable pour lui. Donc, je pense que Drummondville, en 5 parties, va disposer des Screaming Eagles. J'ai exactement le même constat que toi. Je me suis dit, est-ce que je donne une victoire de plus à Cap-Breton? Ouais. Finalement, je regarde l'alignement du Cap-Breton, puis je pense que Drummond, comme tu l'as dit, a tellement de profondeur que ça va être extrêmement difficile. Si le Screaming Eagles est capable d'aller chercher des matchs, ça va être en début de série, selon moi. Plus ça va avancer, plus ça va être difficile. On n'a pas un grand punch offensivement. Lorsqu'ils ont perdu Batterson, ça l'a fait mal. Ouais. Des jeunes comme Kalmikov que j'adore, qui ont un peu pris du galon par la suite, mais c'est rien d'assez important pour venir contrebalancer ça. Ça va être une série qui va être intéressante aussi devant les filets, qui va être dans les buts pour Cap-Breton. En tout cas, j'ai ma petite idée là-dessus. Là. Ils ont quand même partagé le filet cette année. C'est sûr qu'Olivier Rodrigue, moi j'y crois. Je pense que c'est un des... Sinon peut-être le meilleur gardien au Canada de 17 ans présentement là, pour le prochain repêchage. Ça va être très difficile pour Cap-Breton. Donc je pense que Drummond en 5, là, ça peut le faire. Puis comme tu l'as dit là, avec Veleno,
même défensivement, j'avais des craintes pour Drummondville. Puis c'est une équipe également là, qui, comme j'expliquais un peu tout à l'heure, là, qui vont faire des transitions très rapides là, de l'arrière vers l'avant. Donc, ils passent très peu de temps dans leur zone. Même lorsqu'ils jouent en désavantage, sont une menace offensive par bout. Non, pour moi, là, c'est sans équivoque le Drummond qui va sortir gagnant de cette série-là. 6e série. Cette fois-ci, les Tigres de Victoriaville, qui occupent le 6e rang au classement général, vont affronter les Olympiques de Gatineau. Les Tigres, depuis, disons, la période des transactions, et même un peu avant, là, depuis l'arrivée d'Abramov, c'est un véritable rouleau compresseur offensif. Ils ont marqué des buts à la tonne et ils ont, avec l'acquisition d'Étienne Montpetit, stabilisé leur défensive. Je vois mal comment Gatineau pourrait avoir les ressources d'un, pour avoir le contrôle de la rondelle assez longtemps pour être capable de tester suffisamment Étienne Montpetit. Les Tigres de Victoriaville, je pense que le trio de l'heure dans la Ligue, je ne vois pas un autre trio qui est aussi fort que Maxime Comtois, Vitaly Abramov et Kozorenkov. Je vois mal comment Gatineau va réussir à contenir ça. Je pense que les Tigres vont être en mesure de disposer des Olympiques en 4 parties. Au début, j'avais peut-être pensé donner un match à Gatineau, mais non, Victo là, est un rouleau compresseur présentement. On sent qu'ils sont dans leur zone. Gatineau, c'est tout à fait l'inverse. Je vois pas de grande chance de Gatineau là, de pouvoir aller chercher des matchs contre Victo. Je vais y aller aussi avec Victo en 4. Ça peut être une série qui va leur servir de préparation. Est-ce qu'il peut avoir une certaine, je dirais pas rivalité, parce que, bon, géographiquement, c'est pas vraiment le cas, mais puisque Abramov est un ancien de Gatineau, est-ce qu'il pourrait essayer de créer une petite énergie par rapport à ça pour Gatineau? Je ne pense pas. Il était apprécié à Gatineau, donc je pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'avec les joueurs aussi qui sont toujours là, je pense qu'ils s'entendaient bien avec eux. Donc, ça va être difficile de trouver une étincelle, c'est ce que je voulais dire. Là. Ça va être difficile de trouver une petite bougie d'allumage pour Gatineau là, pour essayer d'améliorer leur situation, puisqu'ils ont fini aussi avec une fin de saison vraiment pas facile. Ça ne s'est pas passé, je pense, comme ils voulaient. Ils ont eu quelques blessures. Je vais y aller avec Victo en 4 dans cette série-là. Ben écoute, je pense que tu as tout à fait raison. Juste pour revenir sur Gatineau, là, c'est 7 défaites pour finir la saison, puis un gain seulement en 10 parties. Donc, ça ne regarde pas très bien. Puis si Abramov, déjà qui est à l'aise à Victoriaville, on l'a vu, il est très à l'aise à Gatineau aussi. C'est pas une bonne nouvelle pour les Olympiques. Effectivement. 7e ronde de cette série, de ces séries éliminatoires 2018. Là, on a le Phoenix de Sherbrooke qui a terminé en 10e place avec 79 points qui va affronter les Huskies de Rouyn-Noranda, détenteurs du 7e rang. Je dois admettre que c'est probablement la série qui m'a fait hésiter le plus. Tantôt, j'ai dit qu'il y avait 3 formations qui avaient terminé avec des séquences d'aucune défaite, de 9 victoires en 10 matchs pour finir la saison. On a nommé les Tigres de Victoriaville, on avait nommé l'Armada, on a nommé Bathurst, mais l'autre formation qui est capable d'accoter ces formations-là en termes de séquences victorieuses, c'est le Phoenix de Sherbrooke, qui a connu les meilleurs moments de l'histoire de la concession du Phoenix. Bon, peut-être un coup de cœur. Je dois admettre que du côté du Phoenix, oui, j'aime la tenue de Riley Pickard depuis son arrivée. Ça va. Mais moi, mon coup de cœur, tantôt je parlais de joueurs à surveiller dans d'autres séries, là, mais pour moi, c'est Mathieu Olivier.
à Sherbrooke. Je trouve que c'est un gars qui a bénéficié de la transaction qui l'a fait passer des Cataractes au Phoenix. C'est un gars qui a pris beaucoup, beaucoup de place. C'est un vrai de vrai guerrier, dans le sens que quand on le voit en séries éliminatoires, là, il est capable de jouer, peu importe les circonstances. Petite anecdote, même à sa dernière série éliminatoire avec les Cataractes de Shawinigan, il a joué malgré une fracture exactement. Et il n'était pas arrêtable. Donc, je me dis que cette année, en pleine possession de ses moyens, avec un contrat en poche pour le Québécois des Prédateurs, ce gars-là va être en mission. Ça va être le leader de son équipe. Bon, évidemment, je ne serais pas prêt à dire qu'il est le seul joueur dans cette équipe-là qui est efficace. Là. Moi, j'aime bien Thomas Grégoire à la défense. C'est un bon général offensif. C'est plus difficile dans sa zone, mais à l'attaque, il est vraiment un excellent général. Puis j'aime bien la vitesse de cette équipe-là. Il y a des petits joueurs. Je pense à Zachar, entre autres, qui est très, très agréable à voir jouer. Mais tu as des bons vétérans qui sont capables de prendre la place. Je pense à Nicolas Poulain, entre autres. Là. Donc, je trouve que ça va être une belle formation à voir aller. Puis du côté des Huskies, c'est une équipe qui a connu vraiment une saison en montagne russe. Bon, ils ont quand même fini avec 88 points, soyons honnêtes, c'est une bonne récolte, là. Mais beaucoup de blessures. Et pendant ces séquences-là, on voyait que c'est une équipe qui cherchait énormément. C'est dur de parier contre Gilles Bouchard aussi, là. Honnêtement. En termes de préparation, il est assez efficace, merci. Mais bon, mon cœur me dit Sherbrooke, première victoire en série pour cette concession-là. On chicanera pas beaucoup aujourd'hui. J'ai un peu la même sensation que toi. Je rajouterais des petits points qui vont peut-être rendre notre raisonnement un petit peu plus solide. Oui. Je vais nommer un joueur, Luke Green. Ah oui, c'est vrai. Mine de rien, c'est un joueur qui est revenu tard de blessure, qui a joué seulement 14 matchs cette saison. Mais je pense que c'est le genre de joueur justement qu'on doit mettre dans la balance pour les séries. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience dans la Ligue junior majeure. Mm-hmm. C'est un excellent joueur, c'est un excellent défenseur qui vient justement rendre plus forte là, cette défensive-là. Du côté de Rouen, si on peut aller chercher quelques matchs, je pense que ça pourrait être des matchs signés peut-être Samuel Harvey. Ouais. Sinon, du côté du Phoenix, j'adore le jeune Samuel Poulain. Mm-hmm. Tu disais que c'était des équipes peut-être un petit peu plus petites, mais Samuel Poulain a un bon gabarit. Ouais. Un peu un style de Mathieu Olivier également. Là, c'est des gars qui sont capables de s'impliquer physiquement, qui sont capables de faire mal. Oh oui, oui. Puis, selon moi, c'est des gars que tu veux pour aller à la guerre en série. Donc, je vais mettre Sherbrooke, puis je vais même m'étonner en disant qu'ils sont peut-être terminés en 6. Je pense que c'est ça, je pense que l'ajout là, de Luke Green là, à la fin de la saison là, pour un retour de blessure est comme un peu une carte cachée. Là. Ouais. C'est comme une acquisition, un peu on l'avait oublié, puis là, il revient. Il a quand même produit 15 points, là, si je me rappelle bien, là, c'est 14 matchs qu'il a joué. Donc, tu sais, quand même aussi créer de l'offensive. Enfin, certains diront, Sherbrooke, ça semble prendre depuis, on attend ça depuis longtemps. Donc, je leur souhaite. Effectivement, j'ai le Bouchard d'un côté, ça va être difficile, c'est une bonne tête d'hockey. Je vais avec ce que je pense, ce que je crois. Je vais y aller avec Sherbrooke en 6 pour cette série-là. Excellent. Et 8e et dernière série de cette première ronde de séries éliminatoires, les Highlanders de Charlottetown qui ont pris le 9e rang dans la Ligue à 5 points derrière les Remparts de Québec, détenteurs du 8e et dernier rang donnant l'avantage de la glace. Je pense que dans cette série-là, les Remparts ont une équipe... je dirais pas énigmatique, mais disons que c'est une équipe qui a gagné, en tout cas pour ma part, je trouve plus de matchs que ce que je pensais qu'elle allait gagner dans la saison. L'acquisition d'Antoine Samuel devant les buts, je pense que c'est une bonne chose. C'est un gardien vétéran. C'est un gars qui a vu neiger. Là, le
principe de la pression à avoir, tant avec des équipes jeunes que des équipes avec plus de vétérans. Il a connu ça. J'aime bien les attaquants des Remparts. Mathieu Boucher a connu une excellente saison. Kourachev a connu un très bon moment aussi. Est-ce que c'est une équipe qui va se rendre très très loin cette année? J'ai mes doutes. Mais pour une première ronde, face à des Highlanders qui ne m'apparaissent pas comme une équipe si puissante que ça, j'aurais tendance à croire que pour les Remparts, une victoire en 6 parties, c'est quelque chose de réalisable. Bon, encore une fois, j'ai le même constat, j'ai le même résultat. Je mets Québec. Je pense que tu l'as bien mentionné. J'adore l'ajout d'Antoine Samuel. Un gars du coin en plus va vouloir défendre les couleurs. Deux équipes qui sont un peu montées différemment, je dirais. Je pense que les Highlanders ont peut-être une meilleure défensive. À l'attaque, c'est assez laborieux. Je trouve que leur offensive... je pense que c'est ce qui va peut-être les couler. Là. Je pense qu'ils n'ont pas assez de profondeur offensivement. Ils n'ont pas assez de joueurs, je dirais élite là, pour du junior majeur. C'est peut-être ce qui va leur manquer. Peut-être aussi le coaching. Je donne un avantage à Québec pour ça. Oui. Puis effectivement, dans les buts, je pense là, qu'Antoine Samuel là, va peut-être être une des clés maîtresses là, pour les Remparts. Je vais y aller avec les Remparts en 6. C'est le genre de série qui peut facilement aller d'un bord comme de l'autre. C'est deux équipes qui sont... Ça, c'est mon humble avis, là, un petit peu sans saveur là, pendant la saison, qui ont été un petit peu sans saveur. Québec m'a surpris. Je pensais pas qu'il allait avoir une aussi bonne fiche là, lorsqu'on allait se parler aujourd'hui. Tant mieux. Je pense que c'est de bon augure pour eux. Là. C'est quand même aller chercher 40 victoires cette année. Je m'attendais vraiment pas à ça, honnêtement. Je m'attendais à ce qu'il y ait une équipe quand même respectable pour faire les séries et tout ça, mais de là aller chercher 40 victoires, là, je le pensais pas. Fait que, pour ces raisons-là, parce qu'ils m'ont surpris, parce qu'ils m'ont convaincu. C'est une équipe aussi qui a un meilleur différentiel là, que Charlottetown au final. Donc, je vais y aller avec les Remparts de Québec là, en 6 matchs. Ben écoute, je fais du minage sur ce que tu as dit par rapport au différentiel, là, mais les Highlanders sont moins 10, les Remparts sont plus 25. Et moi, ce qui, disons, attire mon attention du côté des Highlanders, c'est qu'on a 15% de réussite en avantage numérique. C'est bon pour le 17e rang de la Ligue. Et je serais très étonné que cet avantage numérique se réveille en série. Donc, pour ça, je pense que les Remparts ont toutes les raisons de croire de pouvoir sortir vainqueurs de ça. Là. Effectivement. Ben voilà, c'est ce qui complète nos prédictions pour cette première ronde de séries éliminatoires. Évidemment, le temps va nous dire si on avait raison ou si on a fait comme en saison régulière et on a commis quelques impairs. Benoît, je te donne rendez-vous après la première ronde pour qu'on regarde tout ça ensemble. Et puis d'ici là, ben, je nous souhaite vraiment ce qui risque d'être de merveilleuses séries éliminatoires encore une fois cette année. Oui, je te souhaite un bon spectacle, puis on souhaite des meilleurs résultats que ce qu'on avait. Oui, il faudrait. Saison, mais j'ai confiance, là, je me suis fié sur toi beaucoup. C'est bon. Excellent. Ben, écoute, je te remercie, puis je te souhaite de bonnes séries. Merci toi aussi. Salut.